est à l'initiative de l'Association pour la promotion de l'évaluation au Mali et nous les en remercions. Donc, il va présenter le thème de la rencontre ainsi que les intervenants et intervenantes et nous espérons que ce webinaire répondra en tout cas à vos interrogations sur l'avancement de l'institutionnalisation de l'évaluation au Mali et probablement que cela fera écho à des réflexions que vous avez par rapport à l'avancement de l'institutionnalisation de l'évaluation dans vos pays respectifs. Donc, merci beaucoup, merci à toutes et à tous. Donc, la rencontre est enregistrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la zone commentaire qui est tout en bas à droite de votre écran. Et nous efforcerons de piocher parmi vos questions ou réflexions pour les partager avec nos intervenants et intervenantes afin qu'ils y répondent. Merci beaucoup. Chiaka, à toi l'honneur. Merci Jean-Marie et bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur l'institutionnalisation de l'évaluation au Mali, initié par le réseau francophone de l'évaluation en collaboration avec bien évidemment l'Association pour la promotion de l'évaluation au Mali dont je suis le président. Alors mon nom est Chaka Dambélé, je suis également un ancien membre du conseil d'administration du réseau francophone. Et c'est donc un plaisir pour moi d'assurer la modération de ce webinaire. Alors, l'institutionnalisation de l'évaluation au Mali est aujourd'hui plus que jamais un processus crucial pour améliorer la gouvernance et la prise de décision dans le pays. Et notons que l'évaluation des politiques publiques est essentielle pour garantir que les décisions répondent aux besoins des populations et contribuent à la transformation socio-économique du pays. En effet, en 2016, le gouvernement du Mali a adopté la politique nationale de gestion axée sur les résultats afin de consolider la culture du résultat, du suivi et de l'évaluation dans l'administration publique. En 2018, en application de la directive numéro 06/2009-CM de l'UEMOA en matière de gestion financière, de gestion des finances publiques, je veux dire, le Mali a basculé en budget mode programme. Alors, depuis quelques années, les autorités du Mali ont institué des lois et décrets qui soutiennent la pratique du suivi et de l'évaluation au Mali. Entre autres, nous avons la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013 relative aux lois des finances, qui dispose que les résultats des programmes doivent faire l'objet d'évaluations régulières et donner lieu à des rapports de performance élaborés enfin de gestion par les ministères et les institutions constitutionnelles. Donc, plus bas, on a le décret numéro 2018-06-023 PMRM du 8 août 2018 fixant les mécanismes institutionnels de pilotage et de suivi et évaluation du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED, et les objectifs du développement durable, ODD. Alors, incontestablement, les partenaires techniques et financiers jouent un rôle fondamental dans le domaine du suivi à travers d'importants appuis financiers et techniques, des renforcements de capacités, des appuis conseils. Ainsi, l'UNICEF, en partenariat avec la cellule technique CSLP et la PEM, a eu à financer beaucoup de formations, dont la formation des acteurs en charge de l'évaluation des politiques publiques en 2018, pour ne citer que cela. Alors, les ministères, disons les différentes structures ministérielles indépendantes qui ont dans leur attribut l'évaluation des politiques publiques, programmes et projets de développement. Parmi ces structures, nous pouvons citer le ministère de l'économie et des finances à travers la Direction nationale du contrôle financier, la Direction générale du budget, la Direction nationale de la planification du développement, la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Aussi, nous avons le bureau du vérificateur général, la Cour des comptes, l'Assemblée nationale. Cependant, la pratique de l'évaluation est très peu structurée au Mali. Les évaluations se font de façon disparate et non systématique.
Retenons que d'importants progrès ont été réalisés au cours des dernières années par le Bureau du vérificateur général concernant l'évaluation de certaines politiques, dont le PRODES, le PRODEC, etc. Aussi, l'adoption de la nouvelle constitution malienne en juin 2023, notamment dans son article 94, offre une occasion inédite d'intégrer l'évaluation dans les politiques publiques, posant ainsi les bases d'une culture de la performance essentielle pour renforcer la confiance entre l'État et les citoyens. Comme enjeu majeur, nous avons l'adoption de cadres réglementaires et la structuration d'une culture de redevabilité. Toutefois, l'institutionnalisation de l'évaluation au Mali reste confrontée à des défis liés à la mobilisation des ressources et à l'appropriation par les acteurs nationaux. Donc, aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec les panélistes dont le nom suit. Monsieur Drissa Mamadou Koulibaly, vérificateur et directeur de la formation du personnel et de la documentation au niveau du bureau du vérificateur général. Il interviendra sur comment renforcer la compréhension de l'évaluation comme levier de la gouvernance. Aussi, l'intervention de Mme Fatima Tambaye est attendue également de la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Madame Baye est experte en travail social et développement durable. Elle est spécialisée en insertion socio-économique des groupes vulnérables. Enfin, nous avons Madame Nyota Bunda Gislem, spécialiste en gestion des connaissances et en évaluation au niveau de l'UNICEF Mali. Son intervention portera sur comment capitaliser sur les acquis, analyser les défis actuels et explorer les perspectives. Voilà globalement les quelques mots par rapport à la situation de l'évaluation au Mali et aux différents panélistes ainsi présentés. Je laisse la parole à M. Drissa Koulibaly pour son intervention. Merci. Drissa. Alors, merci beaucoup, M. Dambélé. Comme cela a été rappelé, je m'appelle Drissa Mamadou Koulibaly, je suis vérificateur chargé de mener des évaluations de politique publique, projets, programmes au bureau du vérificateur général du Mali. Alors, l'évaluation apparaît comme un levier de la gouvernance. Nous allons d'abord commencer par démontrer cela en disant que l'évaluation est un processus systématique d'analyse des performances et des résultats des politiques, programmes et projets. Elle vise à améliorer la qualité de la gouvernance en fournissant des informations fiables pour la prise de décision. C'est en cela que l'évaluation joue un rôle crucial dans la gouvernance à travers le renforcement de la transparence, le renforcement de la responsabilité, l'efficacité des institutions publiques, mais également la redevabilité. Parce qu'en termes de transparence, l'évaluation des politiques publiques permet aux citoyens de savoir où va leur argent. Parce que l'essentiel des fonds qui sont mobilisés pour financer les politiques publiques provient des impôts et taxes payés par les citoyens. Donc, à travers les conclusions des missions d'évaluation, les citoyens sont à même de savoir quels sont les résultats qui ont été atteints dans tel domaine par les acteurs de la gestion publique à partir des ressources qui ont été collectées via leurs impôts et taxes. Donc, l'évaluation permet de renforcer la transparence, la redevabilité et surtout l'engagement des citoyens. Parce que lorsque les citoyens savent où part leur argent, ils sont beaucoup plus motivés à pouvoir contribuer aux charges publiques en payant les impôts et taxes. Et grâce à l'évaluation aussi, les gestionnaires peuvent rendre compte de l'usage qu'ils font des ressources publiques en termes de redevabilité. Diapo. Mais l'évaluation apparaît également comme un outil d'aide à la prise de décision. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que toute politique publique a été conçue et mise en œuvre par les autorités publiques pour répondre à des préoccupations vécues par les populations. C'est en cela qu'à l'issue de chaque mission d'évaluation, eh bien, les évaluateurs adressent des recommandations aux autorités. Et la mise en œuvre de ces recommandations-là ont pour objectif de corriger les faiblesses qui ont été constatées dans la mise en œuvre des politiques publiques pour justement accroître leur performance et leur impact sur la vie et le quotidien des populations. Donc, c'est en cela également que sur la base des recommandations issues des évaluations de politiques publiques, des projets et programmes, certaines réformes peuvent être décidées par les plus hautes autorités
pour justement améliorer la performance de la politique, du projet ou du programme évalué. Et pour illustrer cette partie, je vais donner un exemple concret tiré du vécu institutionnel du bureau du vérificateur général qui a été saisi en 2022 par le ministre des Transports et des Infrastructures du Mali pour procéder à l'évaluation de la politique nationale des transports, des infrastructures de transport et du désenclavement. Donc là, nous voyons que ce n'est pas le vérificateur général lui-même qui a décidé d'évaluer cette politique publique, mais c'est le ministre des Transports qui a décidé de saisir le vérificateur général pour procéder à l'évaluation de la politique publique parce que la mise en œuvre de cette politique-là avait conduit à un certain nombre de difficultés que le ministre voulait évacuer. Et à l'issue justement de cette mission qui a été menée par le bureau du vérificateur général, Diapo, donc un certain nombre de recommandations ont été adressées aux plus hautes autorités pour améliorer l'efficacité et la mise en œuvre de cette politique publique. D'abord, en ce qui concerne la première difficulté qui a été identifiée, il faut d'abord comprendre qu'au Mali, les travaux d'entretien routier sont financés par une structure qu'on appelle le Fonds d'entretien routier. Et l'équipe d'évaluation a relevé une difficulté majeure, c'est que pour pouvoir financer ces travaux d'entretien routier, il faut que les ressources soient mobilisées et mises à la disposition de ces structures. Or, la faiblesse était que la mobilisation et la mise à disposition des fonds à cette structure-là accusaient un retard énorme. Et à cause de ce retard-là, on n'arrivait pas à financer les travaux d'entretien routier à temps. Or, dans la réglementation du Mali, les travaux d'entretien routier doivent être effectués au plus tard en mois de février, avant l'hivernage. Mais à cause des retards accusés dans la mobilisation et de la mise à disposition des ressources à cette structure-là, malheureusement, les travaux d'entretien routier ont tendance à être effectués en juillet, en août et en septembre, au beau milieu de l'hivernage. Or, les bonnes pratiques dans le domaine des transports veulent que les entretiens ne soient pas faits pendant l'hivernage parce que, avec le contact de l'eau, les travaux qui sont réalisés pendant l'hivernage n'ont pas une grande durabilité, ce qui peut entraîner des dommages et préjudiciables à la condition de vie des citoyens. Donc, face à cette difficulté, l'équipe d'évaluation a recommandé au ministre de l'Économie et des Finances de veiller à une mobilisation des ressources financières à temps au profit du fonds d'entretien routier pour permettre à cette structure-là de pouvoir financer les travaux d'entretien routier avant l'hivernage. Et cette recommandation a reçu un écho favorable auprès des plus hautes autorités parce qu'en 2025, la loi qui crée le fonds d'entretien routier a été modifiée par une ordonnance et cette ordonnance précise désormais en son article 5 que les ressources destinées aux activités d'entretien routier sont directement versées dans un compte bancaire spécial ouvert dans une banque de la place au nom du fonds d'entretien routier, ce qui permet de diligenter la procédure de mobilisation des fonds et d'éviter les lourdeurs administratives qui empêchaient cette mobilisation-là dans les délais. Diapo. Un second exemple, cette fois-ci en lien avec le critère de la gouvernance, c'est que dans le domaine des transports, il existe une directive de l'UEMOA, c'est la directive numéro 12/2009, portant institution d'un schéma harmonisé de gestion de la sécurité routière dans les États membres de l'UEMOA, qui avait recommandé à tous les pays membres de l'UEMOA de créer un organe consultatif multisectoriel de sécurité routière. Parce que l'UEMOA est parti du principe que les questions de sécurité routière ne peuvent être le seul apanage du ministère chargé des Transports. Il y a d'autres ministères qui sont également intéressés et impliqués, tels que le ministère de la Sécurité, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, ainsi de suite. Donc, au moment où le bureau du vérificateur général faisait l'évaluation, le Mali n'avait pas encore créé cet organe consultatif. Et là, on a recommandé au ministre chargé des Transports de veiller à créer cet organe consultatif pour mieux optimiser la mise en œuvre de la politique nationale des transports. Là aussi, la recommandation a reçu un écho favorable puisque en 2024, le gouvernement a pris un décret, les références du décret sont dans le tableau, pour justement créer cet organe consultatif multisectoriel en matière de sécurité routière dénommé Comité interministériel de sécurité routière. Ce comité comprend, en plus du ministère chargé des Transports, 15 autres ministères. Donc, en tout, il y a 16 ministères qui sont dans ce comité-là et le comité est placé sous l'autorité du Premier ministre. Donc, la création de cet organe interministériel a pour avantage d'améliorer la performance de la politique publique et surtout d'optimiser les effets de cette politique publique-là sur les populations. Donc, sur la base de ces deux exemples, on voit tout de suite que l'évaluation a un effet positif sur la gouvernance parce que grâce aux recommandations issues des évaluations de politique publique, les gouvernants peuvent prendre les décisions et les réformes qui s'imposent pour améliorer la mise en œuvre des politiques publiques au grand bonheur des citoyens.
Donc, je laisse mes collègues continuer avec les opportunités de la nouvelle constitution. Merci, Drissa. Merci pour cette intervention. Alors, je veux me rassurer que Mme Baye a pu se connecter au niveau de la plateforme. Allez, Jean-Marie, est-ce que Mme Baye a pu se connecter? Oui, elle est connectée, elle est bien présente. OK. OK. Donc, je disais au départ que la seconde intervention sera celle de Mme Baye, donc qui va nous présenter les opportunités de la nouvelle constitution au Mali. Madame Baye, merci et bienvenue. À vous la parole. D'accord, comme il l'a si bien dit, je suis au niveau de la cellule technique du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté du ministère de l'économie et des finances. Je suis chargée de l'analyse du développement humain durable. Et la cellule technique est le référentiel des politiques et stratégies de développement du Mali. Elle sert également d'interférence entre l'État et les PTR. Elle est chargée également du suivi des ODD produits annuellement, les rapports de suivi des ODD et les rapports national volontaires du Mali qui est présenté également chaque année au système des Nations Unies. Voilà. Par rapport à la présentation, et pour nous, vraiment, la Constitution présente des opportunités vraiment réelles pour l'institutionnalisation de l'évaluation au Mali. Et c'est à travers la nouvelle Constitution qui est approuvée, qui a été approuvée par référendum en 2023 et qui offre plusieurs opportunités, comme je le disais tantôt, pour l'évaluation. Bien qu'elle ne soit pas explicitement mentionnée dans les textes disponibles, voici quelques aspects qui pourraient être évalués ou améliorés dans le cadre de cette nouvelle Constitution. La nouvelle Constitution du Mali offre plusieurs potentialités, comme je le disais, pour renforcer l'institutionnalisation à travers la création d'une Cour des comptes indépendante. Cette institution prévue par la Constitution est essentielle pour vraiment évaluer la gestion des finances publiques et garantir également la transparence et la reddition des comptes, comme le disait celui qui a intervenu avant moi. Elle peut jouer également un rôle clé dans l'évaluation des politiques publiques. Et il y a également le renforcement de la décentralisation qui est là, qui est également une opportunité à saisir. La Constitution met l'accent sur une gouvernance locale. La gouvernance locale est très, très importante et plus autonome, ce qui ouvre la voie à des mécanismes d'évaluation adaptés aux réalités locales. Cela permettrait, vraiment, cette opportunité permettrait de mieux mesurer l'impact des politiques au niveau communautaire. Et il y a également la reconnaissance des autorités traditionnelles. Et là, c'est un pas très, très important à saisir. Et en intégrant ces légitimités traditionnelles dans le cadre institutionnel, la Constitution favorise des approches endogènes d'évaluation basées sur des mécanismes locaux, je l'ai dit, et des résolutions des conflits et des gestions communautaires. Oui, Chiara. Oui. Slide. Oui. Et ces opportunités citées plus haut, il y a également une opportunité qui constitue la vision 2063 du Mali, qui s'inscrit dans le cadre stratégique de transformation socio-économique de l'Afrique 2063. Elle offre plusieurs opportunités pour institutionnaliser l'évaluation au Mali. Et la vision 2063, c'est à travers la cellule technique CCLP, la première décennie porte sur l'année 2024-2033. Là, à ce niveau, il y a plusieurs activités programmées qui vont vraiment aider dans cette institutionnalisation. Et je vais citer quelques points. Il y a le renforcement de la gouvernance et de la transparence.
La vision 2063 met l'accent sur la nécessité d'une gouvernance efficace et transparente. Cela encourage l'intégration des mécanismes d'évaluation pour mesurer l'impact des politiques publiques et garantir une gestion responsable des ressources. Il y a également le développement du capital humain dans la vision, qui est vraiment, l'accent est mis à ce niveau et c'est même transversal. Et c'est ce capital humain-là qui est l'un des piliers de la vision qui va nous permettre qui va nous permettre l'investissement dans le capital humain. Cela inclut la formation et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'évaluation. Ça, quand même, c'est très important. Et il y a également l'approche basée sur les résultats. Et la vision aussi, et la première décennie s'appelle la SNED. C'est la stratégie nationale d'émergence et de développement durable du Mali. Là, quand même, ça promet une culture de résultats, ce qui est très important, et où les progrès sont mesurés à travers des indicateurs clairs. Et dans les semaines à venir même, on va organiser un atelier pour cela et vraiment voir dans quelle mesure on va mettre ces indicateurs sur place et des cibles à viser. Cela crée un cadre propice à l'évaluation systématique des politiques et programmes. Il y a également un autre point non moins important, ça c'est les partenariats et la coopération régionale. Là, quand même, on dit, en s'alignant sur les objectifs de l'Union africaine, le Mali peut bénéficier des partenariats régionaux pour partager des bonnes pratiques et renforcer les capacités en matière d'évaluation. Merci, j'en ai fini. Ok, en tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Baye, pour cette intervention qui nous a permis, en tout cas, d'être édifiés sur les opportunités qu'offre la nouvelle constitution du Mali. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Ghislaine pour son intervention. Ghislaine, à vous. Merci beaucoup, Chaka, et merci encore, Madame Baye et Idrissa. Et donc, la dernière partie de notre présentation, elle va s'articuler plus sur les acquis, les défis, ainsi que les perspectives de l'évaluation au niveau du Mali. Pour commencer, en tout cas, avec quelles sont les forces que présente l'évaluation au niveau du Mali, nous l'avons articulé autour de 3 points majeurs. Donc, le premier, c'est par rapport au niveau institutionnel. Le deuxième, c'est les forces au niveau opérationnel et les forces au niveau stratégique. Au niveau institutionnel, comme l'a si bien dit les différents collaborateurs, c'est que il existe déjà des structures qui réalisent des évaluations de projets, de politique publique au niveau du Mali. Donc, on peut en citer le Bureau du vérificateur, l'Institut national de la statistique, la cellule CDCSLP, pour lequel ils ont déjà mandat dans les différents décrets et lois au niveau du Mali pour pouvoir réaliser ces évaluations. En termes de compétences en évaluation, donc, ces structures, elles ont déjà des compétences, elles ont des personnels qui ont des compétences pour pouvoir conduire les études de recherche et évaluation, mais également, c'est de voir avec tous les appuis entre celles de l'UNICEF pour pouvoir renforcer les capacités des différents partenaires, mais également les appuis des autres partenaires techniques et financiers, comme la Banque mondiale, les autres agences des Nations Unies, qui contribuent également dans la gestion et l'évaluation des différents projets et programmes. En termes opérationnels, comme bien dit mon prédécesseur, c'était vraiment de pouvoir montrer un peu le partenariat stratégique qui existe aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Au niveau national, je tiens encore à remercier une fois de plus l'Association pour la promotion de l'évaluation au Mali qui mandate fort tous les jours par rapport à la capacité de l'évaluation soit prise en compte au niveau du Mali. Et en termes internationaux, on a le réseau francophone de l'évaluation qui appuie l'évaluation au niveau du Mali, mais également d'autres partenaires comme l'AFREA. Et également, en termes opérationnels, il y a les différentes méthodologies et les outils qui existent. Et en termes stratégiques, c'est vraiment montrer comment la volonté politique est déjà présente au travers de la Constitution,
travers des différents documents stratégiques existants au niveau du Mali. Comme l'a dit mon collègue, il y a la SNED qui est déjà en place, qui souligne aussi bien l'importance de pouvoir mener les évaluations. Et également, qui existe déjà à ce jour, c'est l'existence d'une politique nationale pour la gestion axée sur le résultat qui met un accent fort en termes d'évaluation. En termes des limitations, nous l'avons aussi inclus en termes de 3 grands points. Certes, il existe différents défis, mais nous allons juste en présenter de quelques majeurs. Le premier, c'est vraiment en lien avec la faiblesse institutionnelle. Sur le point de la faiblesse institutionnelle, on a déjà remarqué qu'il y a un manque de cadre législatif et méthodologique qui doit exister au niveau du Mali. En deuxième, c'est la faible demande des instances politiques à la évaluation. Pourquoi? Parce que, étant donné que la culture évaluative n'est pas encore un pan au niveau du Mali, donc les différents ministères et les différents parlements qui ont mandat de pouvoir mener les évaluations ne demandent pas encore de réalisation des évaluations parce qu'on doit encore amener cette culture-là à être un point des leviers au niveau gouvernemental. Et également, en dernier, comme faiblesse institutionnelle, c'est vraiment la faible coordination des structures responsables d'évaluation. Sur le deuxième défi, c'est vraiment la disponibilité et la qualité des données qui pose le plus souvent problème dans la réalisation d'évaluation. Le fait de ne pas avoir assez de données ou bien des données de qualité nous pose problème à pouvoir mener certaines évaluations. Et en termes de financement, sur la troisième rubrique, c'est vraiment ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y a pas encore une allocation budgétaire adéquate en termes d'évaluation dans le budget national. Donc, c'est vraiment voir comment est-ce qu'on peut amener à avoir un financement qui permettrait à ce qu'on puisse mener les différentes évaluations. En termes de perspectives, quelles sont les perspectives pour lesquelles l'institutionnalisation de l'évaluation peut être menée à ce jour? En premier, c'est un peu voir sur le plan de renforcement institutionnel. C'est vraiment comment on peut envisager de mettre en place un cadre législatif adapté au contexte du Mali. Et en deuxième, c'est voir comment on peut amener encore un renforcement de capacité adéquat pour les différents acteurs, aussi bien des partis étatiques que des autres organisations, à pouvoir vraiment embrasser tout ce qui est méthodologie de points pour améliorer l'implémentation des évaluations au niveau du Mali. En termes de stratégie de collaboration, c'est vraiment voir comment on peut renforcer le partenariat stratégique entre les différents acteurs nationaux et les acteurs internationaux pour voir comment est-ce qu'on peut envisager ce partage non seulement de connaissances, mais des leçons en prise dans la conduite des évaluations, mais également mettre en place un système de réseautage entre les différents collaborateurs pour fluidifier les différentes évaluations qui sont menées. Donc, ça serait comme une plateforme pour la culture évaluative au niveau du Mali. Et en termes d'horizon à long terme ou des perspectives à long terme qu'on est en train d'envisager, c'est voir comment on s'assure de l'intégration des résultats des évaluations dans les politiques publiques pour améliorer les différentes réformes institutionnelles et les politiques en place, non seulement en faveur des enfants, mais également en faveur de la population malienne. Donc, c'est vraiment voir comment on intègre les résultats de ces évaluations qui sont mises en place et aussi comment on va améliorer les différentes étapes de collecte et analyse de données et ainsi que de la dissémination des résultats au travers d'utilisation des technologies nouvelles qui sont à notre disposition. Et donc, pour pouvoir parfaire cette institutionnalisation de l'évaluation au Mali, on a vu comme prochaine étape, c'est vraiment réaliser une étude de diagnostic sur les capacités évaluatives au Mali. Donc, c'est ça les prochaines étapes. Pourquoi on veut mener cette étude? Ça va nous permettre de pouvoir faire, en tout cas, un état de lieu complet sur les outils existants, les différentes pratiques pour lesquelles on met les évaluations, mais également quelles sont les compétences humaines qu'on a disponibles pour la conduite des évaluations. Donc, c'est vraiment une évaluation qu'on va faire au niveau micro, méso et macro sur la thématique de l'évaluation au niveau du Mali. Pourquoi on veut faire cette étude? Cela va nous permettre de pouvoir mettre par la suite, prochaine slide s'il vous plaît, mettre par la suite un plan d'action détaillé
un plan d'action détaillé avec un calendrier sur les différentes étapes qu'on a pu identifier pour l'institutionnalisation de l'évaluation. Cela va nous permettre, dans un premier, de pouvoir renforcer le contenu sur le cadre institutionnel du Mali, qui soit vraiment adapté au niveau du contexte du Mali, mais en deuxième, de voir quels sont les types de formations ou de renforcement de capacité que les différents acteurs ont besoin au niveau du Mali en termes d'évaluation. Et par la suite, mettre le dossier sur la table concernant la budgétisation du plan d'action de l'évaluation. Donc, c'est ces champs-là qui peuvent nous permettre de pouvoir maintenant identifier quelles sont les différentes étapes pour pouvoir mettre en place notre institutionnalisation de l'évaluation. Comme l'a si bien dit, et pour résumer mes différents collègues, l'institutionnalisation de l'évaluation est un atout majeur pour améliorer la gouvernance au niveau de l'État. En deuxième, améliorer ou renforcer les capacités des différents acteurs, aussi bien étatiques que les autres acteurs, mais également comment conduire des évaluations de politique publique pour amener à une réforme institutionnelle pour le bien-être des enfants maliens, mais également de populations maliennes. Donc, vous voyez que c'est un plaidoyer qu'on fait avec tous les autres pays de l'Afrique du Sahel, par exemple, pour voir comment est-ce qu'on peut mener nos synergies dans l'institutionnalisation de l'évaluation pour l'Afrique tout entière et non pas seulement le cadre du Mali. Donc, ça serait les prochaines démarches qu'on va envisager. Et sur ce, je vous remercie et Chaka, over to you. Merci. Est-ce qu'une idée de quand et vers quel horizon l'État voudrait parvenir à institutionnaliser l'évaluation? OK. Je peux répondre? Oui, volontiers, allez-y. Même l'État, dans la mise en œuvre de la SNED, qui est la première décennie de la vision 2063, on veut vraiment mettre les bouchées doubles pour vraiment voir dans quelle mesure on peut travailler avec les partenaires UNICEF, les partenaires qui est, comment ça s'appelle, APE, pour vraiment mettre ça sur place. L'institutionnalisation, on ne veut pas vraiment dépasser la première décennie pour ce qui concerne ma structure. On veut mettre vraiment les bouchées doubles pour avoir des résultats à court terme d'abord et voir quelles cibles on veut atteindre, quels sont les indicateurs à mettre en place et comment comment recueillir les données et pouvoir vraiment renseigner ces indicateurs-là. Là, quand même, un atelier va se tenir sous peu par rapport à ces indicateurs. Peut-être que dans les jours, semaines à venir, on va en discuter avec l'UNICEF. Voilà, avoir leur retour quand même. Ça, c'est la réponse à cette première question. Et si je peux rajouter, oui, exactement. Comme l'a dit Madame Baye, c'est un processus qui est en cours. C'est encore en termes de processus. Donc, on est en train de pouvoir asseoir un calendrier. Mais déjà, dans un premier temps, c'est un état de lieu qu'on compte mettre avant de pouvoir finaliser sur l'institutionnalisation de l'évaluation. Donc, c'est un état de lieu qui va bâtir sur le cadre qui va être écrit, les renforcements de capacité et la budgétisation. Donc, à l'issue de ces diagnostics, c'est par la suite que nous allons établir un différent calendrier. Mais vraiment, c'est comme l'a dit Madame Baye, c'est un processus qui va peut-être prendre quelques temps, mais le chronogramme sera bientôt éclairci dans les différents délais pour pouvoir vraiment institutionnaliser l'évaluation au niveau du Mali et surtout avec l'appui des différents partenaires techniques et financiers. Merci. Je vais vous laisser la parole, Ghislaine, parce qu'on a une deuxième question qui vous est adressée en particulier. De Monsieur Bicot, est-ce qu'il concernant en fait l'UNICEF, est-ce qu'il s'agit d'un engagement de l'UNICEF par rapport à ce que vous avez dit, ou s'agit-il d'un processus normal pour arriver à l'institutionnalisation de l'évaluation?
Parce que l'UNICEF, comme vous le savez, l'UNICEF travaille toujours avec le partenaire technique et avec le partenaire gouvernemental. Donc, ce n'est pas une approche propre à l'UNICEF, mais c'est une démarche qui s'est faite dans le cadre des différents programmes de coopération entre l'UNICEF et le gouvernement du Mali. Donc, c'est des démarches pour lesquelles on avait commencé les discussions et auxquelles on est en train de voir comment est-ce qu'on peut voir ces différents processus ensemble, parce que dans le cadre de l'appui, c'est le gouvernement qui a soulevé le besoin pour lequel on est en train de travailler ensemble avec eux. Ça rejoint un petit peu ce que disait Fatimata, c'est que c'est une construction finalement qui va se faire au fil de l'eau. Par rapport, en fait, c'était dans votre intervention également, il me semble que vous avez évoqué la question du renforcement des capacités des différents acteurs. Et donc, c'est une question aussi qui est posée. Existe-t-il à l'heure actuelle un cadre formel justement visant à renforcer les capacités des acteurs maliens en matière d'évaluation? Oui, de ce que j'ai déjà souligné, c'est que dans les différentes années, entre autres même les années passées, il y avait eu des différentes sessions, des différentes formations de 3 mois que l'UNICEF avait déjà fait avec les différents partenaires, mais également il y a différents partenaires aussi qui renforcent les capacités des différents partenaires techniques dans le cycle de l'évaluation. Mais ce qu'on est en train d'envisager à l'issue de ce diagnostic évaluatif, c'est vraiment voir quel type de formation peut être adéquat pour les différents acteurs en place. Parce qu'on a déjà une base de compétences existantes dans les différentes structures en place, et c'est de voir comment on mène à leur évaluation proprement dit, mais c'est après avoir fait l'état de lieu qu'on saura marquer les différentes évaluations, les différentes formations pour lesquelles les partenaires auront besoin. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que je peux enchaîner? Oui, allez-y. Oui, merci bien pour compléter vraiment, Madame Ghislaine. Je dirais quand même que nous avions vraiment exprimé des besoins se rapportant à un renforcement des capacités évaluatives et à la suite de cela, voir dans quelle mesure on peut créer vraiment quelque chose, parce que ça découle des rapports de mise en œuvre et des revues de l'évaluation du CSLP. Parce qu'entre 2002 et 2006, il y a eu vraiment des rapports de mise en œuvre évaluative qui ont surtout mis en exergue des insuffisances en matière de suivi et évaluation. Ces insuffisances qui sont préjudiciables à la mesure des performances et réelles enregistrées grâce aux actions menées par l'État et au concours que lui apportent ses partenaires techniques et financiers, et qui est vraiment l'UNICEF, qui est notre partenaire qui est toujours présent à notre côté. Et donc, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la protection des enfants, et le suivi également, la planification d'actions correctives par rapport à toutes ces mesures citées plus haut. Je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci beaucoup. Je vais me permettre à... Oui, Chaka. Oui, merci Jean-Marie. Avant de quitter, en tout cas, sur ce point, je voulais vraiment remercier l'UNICEF qui vraiment appuie en tout cas les structures en charge des questions d'évaluation au Mali. Et je sais que pas mal de formations se font à travers l'Association pour la promotion de l'évaluation au Mali. Et donc, du coup, c'est le lieu de remercier l'UNICEF pour ça. Pas plus tard qu'en septembre 2024 aussi, il y a eu le renforcement des capacités de beaucoup de structures sur le programme modéré intermédiaire pour le renforcement des systèmes d'évaluation. Donc, ça aussi, c'était une initiative de l'UNICEF et financée par l'UNICEF. Merci. Merci beaucoup pour ce complément, Chaka. Je vais me permettre de poursuivre à ce moment-là la lecture des questions qui sont posées. Il y en a une qui s'adresse à Mme Gunda. Je pense que vous y avez répondu en partie, mais n'hésitez pas à compléter si nécessaire.
La question est la suivante. Pouvez-vous nous donner un exemple des défis que vous rencontrez concernant la qualité des données? Et comment pensez-vous pouvoir remédier à cela? Oui, merci beaucoup. Comment y remédier? Parce que déjà, avant que l'évaluation ne soit faite, il faut qu'un système de suivi soit déjà mis en place. Et le système de suivi permet de pouvoir récolter des informations qui peuvent être mises dans une base de données pour lequel on essaierait de voir quelle était la performance d'un programme ou d'une politique mise en place. Et quand on veut mener certaines évaluations, on se rend compte qu'on a des données disparates et des données pour lesquelles il faudrait récolter, qui n'a pas un système de suivi clair et qui est éclaté entre différents acteurs. Et quand on a ce genre de données, déjà la fiabilité de données qu'on a en place nous pose problème parce qu'on n'a pas pu suivre peut-être mensuellement ou trimestriellement les performances des différents programmes qui sont mis en place. Et donc, pour pouvoir mener cette évaluation à la fin, pour voir quelle était la pertinence d'un programme entre le début de l'année et de la fin de l'année, ça nous pose problème. Donc, comme résolution, c'est peut-être mettre en place un système de suivi qui permettrait de pouvoir collecter ces genres de données par rapport aux différents programmes pour lesquels on veut faire l'évaluation de politique. Et on sait suivre, peut-être mensuellement, trimestriellement, donc, selon une certaine créance, les différents progrès. Et ensuite, lorsqu'on viendra faire l'évaluation de ce programme, de cette politique, on saura vraiment mesurer quel était l'état au début et l'état d'après pour voir la performance du programme. Si on n'a pas ces gens fiables, le problème, est-ce que le programme est quoi, dans telle zone ou dans telle autre zone? Donc, c'est les plus gros problèmes qu'on rencontre lorsqu'on fait les évaluations. Chiaka et Idrissa et Madame Mbaye. Alors, je vais peut-être qu'on va pouvoir, ils vont pouvoir compléter peut-être à travers une autre série de questions qui est plus à trait à la question de la participation. Alors, c'est lié à la question de la participation, en tout cas l'association des citoyens ou des ONG à l'évaluation au Mali, mais je pense que c'est une question qui intéresse de toute manière, qui ne concerne pas que le Mali. C'est une question que l'on peut traverser, en tout cas les préoccupations des praticiens et des praticiennes de l'évaluation dans les différents pays de l'espace francophone. Donc, par rapport à cela, est-ce que vous, d'ores et déjà, vous avez une idée de la manière dont cela va être envisagé, en tout cas dans le contexte malien, à savoir comment l'association des usagers, des citoyens va être mise en pratique et pareillement pour les ONG, en fait, la société civile. Peut-être là, je vais laisser Idrissa ou Chiaka commencer et je pourrais peut-être en rajouter. Merci. Idrissa. D'accord. Est-ce que Mme Baye peut fermer son micro? Voilà, merci beaucoup. En ce qui concerne la participation des citoyens et des associations de façon générale au processus évaluatif, force est de reconnaître que toutes les évaluations qui ont été conduites par le bureau du vérificateur général ont été conduites suivant un processus hautement participatif. Non seulement les commanditaires sont impliqués, les parties prenantes et les acteurs de mise en œuvre des politiques sont également impliqués, mais aussi et surtout les citoyens et les populations qui sont les bénéficiaires ultimes de la politique publique sont également impliqués pratiquement à toutes les phases du processus. Mais je vais juste prendre un exemple sur la phase collecte de données parce que c'est la phase qui est cruciale, parce que ce sont les données collectées qui sont interprétées, analysées pour que l'évaluation puisse donner une conclusion sur la pertinence même de la politique. Donc, en ce qui concerne la collecte de données, je vais prendre l'exemple sur la politique nationale des transports à laquelle j'ai fait allusion quand j'exposais tantôt. Les outils de collecte de données qui sont développés par le bureau du vérificateur général mettent l'accent sur la participation pleine et entière des citoyens, des populations et des associations. À titre illustratif, pour pouvoir conclure sur un critère qu'on avait retenu pour l'évaluation de la politique nationale des transports, la mission d'évaluation a mené un focus group avec l'association des transporteurs urbains et périurbains du Mali. Donc, c'est une association qui regroupe les chauffeurs de taxi, les transporteurs qui quittent le Mali pour aller dans d'autres pays. On a organisé un focus group avec ces associations-là pour prendre en compte leurs ressentis et leurs
la façon dont ils appréhendent la mise en œuvre de la politique. Mais également, des sondages ont été faits à l'égard des populations, peu importe la frange. Et à titre illustratif, pour toucher le maximum de populations, le bureau du vérificateur général a décidé d'utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication en mettant sur son site Internet les questionnaires en ligne. Et ces questionnaires en ligne ont permis à beaucoup de Maliens de pouvoir se connecter sur le site du BVG et de pouvoir renseigner les questions. En plus des questionnaires en ligne aussi, il y a ces questionnaires qui ont été partagés dans différents groupes WhatsApp pour pouvoir toucher le plus de population possible. Donc, c'est pour dire que au-delà même des phases de planification et de dissémination, la phase de collecte de données met un accent particulier sur la participation des populations. En plus après la phase de collecte de données et après le rapportage, il y a bien sûr des sessions de dissémination qui sont organisées à l'adresse des populations pour les informer sur les effets et les impacts de la politique à l'issue de l'évaluation qui a été réalisée. Donc, je peux me faire compléter par Chaka Dambélé. Merci, Drissa, pour ces éclaircissements. Je crois que la question participative de l'évaluation n'est pas quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est ce qui est recommandé. Moi, je crois que il y a eu, en tout cas, pas mal de sollicitations dans le cadre des évaluations qui ont été menées. Et les associations ont été touchées en partie, mais toutefois, il serait important de vraiment améliorer ce cadre participatif. Mais je crois qu'il y a un certain nombre de contraintes aussi qui fait que il y a des limites à ce niveau. Et donc, on avait souligné l'aspect financier et tout ça. Mais je crois que, en tout cas, il y a une certaine implication et des associations et de la population, même si des efforts doivent être faits. Et je crois que toutes les actions qui sont en train d'être menées pour l'institutionnalisation permettra de prendre en compte toutes ces préoccupations dans un futur très prochain. Merci. Merci, Chaka, pour ces compléments. Je vais reprendre le fil des questions avec deux questions qui peuvent être plus ou moins liées et qui s'adressent, je pense, à M. Koulibaly ou Mme Baye. Elle concerne effectivement la question de l'adhésion en fait, des différents partis gouvernementaux à l'institutionnalisation de l'évaluation, mais également la question de savoir est-ce qu'il y a des ministères qui sont peut-être plus enclins à jouer le jeu de l'évaluation que d'autres. Est-ce que éventuellement, on le voit dans certains pays par ailleurs, il y a des ministères qui sont plus en avance que d'autres, qui ont déjà intégré cette culture et de la pratique de l'évaluation. Est-ce que au niveau du Mali, il y a des ministères ou des départements ministériels qui sont plus en avance sur le sujet et qui peuvent être éventuellement considérés comme des champions en matière dans le domaine de l'évaluation au Mali? Drissa, Fatimata? Oui, je ne sais pas si Mme Baye va commencer aussi, c'est moi qui commence. Je dirais peu importe, sauf si... Alors, votre micro est ouvert, donc... D'accord. Donc, en ce qui concerne l'implication des ministères, d'abord, comme je l'ai dit, par rapport à la politique nationale des transports qui a été évaluée, j'avais dit tantôt que cette politique a été évaluée parce que c'est le ministère lui-même qui avait saisi le vérificateur général. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus une volonté manifeste des institutions publiques de faire appel à l'évaluation de politique publique. Surtout qu'au début, la première loi qui instituait le vérificateur général ne lui donnait même pas la possibilité de décider lui-même d'aller évaluer les politiques publiques. Il fallait nécessairement qu'il soit saisi au préalable par les autorités politiques, notamment le Premier ministre, le Président de la République et le Président de l'Assemblée nationale. Mais nonobstant cette difficulté, le vérificateur général a pu mener 3 évaluations de politiques publiques parce que justement, il a été saisi par les plus hautes autorités à l'effet d'aller évaluer des politiques publiques, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine
des transports et dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est pour dire que de plus en plus, il y a des ministères qui sont concernés et il y a des ministères qui saisissent officiellement les institutions chargées de l'évaluation des politiques publiques à l'effet d'aller évaluer les politiques publiques. Donc, je peux me faire compléter par Mme Baye. Alors, Madame Baye, votre micro pour l'instant est en sourdine. Comme son micro est toujours éteint, je vais me permettre de... C'est bon, parfait. Allez-y, je vous en prie. Ouvert maintenant. Il y a le département de l'économie et des finances à travers la cellule technique. Alors, allô, Madame Baye? Alors, je ne vous entends pas. Est-ce que toi, tu entends Mme Baye ou pas? Non, je ne l'entends pas. Mais bon. Je pense que c'est un souci de connexion parce que son micro est ouvert. Donc, ça doit vraiment être un souci de connexion. Certainement, hein. Mais je crois que l'idée, avant qu'elle ne reprenne là, le fond de son idée était comment dirais-je, d'insister sur le cas du ministère de l'économie et des finances qui vient effectivement à travers, comme elle l'a dit, la cellule technique du cadre stratégique qui évalue déjà les actions du CRED et les ODD. Il y a également la direction nationale de la planification et également la direction générale du budget. Tout ceci à travers le ministère des Finances, en tout cas, joue un rôle important dans les questions de suivi et d'évaluation au Mali. Donc, pour tout simplement dire que ce ministère est également une référence en matière d'évaluation, des questions d'évaluation au Mali. Merci Chaka pour ces compléments. J'ai deux autres questions qui peuvent être liées l'une à l'autre, à savoir, est-ce que dans la pratique évaluative que les uns et les autres vous avez au niveau des institutions maliennes, est-ce que vous rencontrez éventuellement des blocages dans l'application des recommandations que vous pouvez faire ici et là au travers de vos rapports? Donc, en lien avec cette question, comment quelque part, quelles seraient les préconisations que vous pourriez formuler lorsque vous rencontrez ce type de blocage? En fait, comment vous procédez pour éventuellement les contrer? Donc, là, c'est plus effectivement une question probablement qui s'adresse à Fatimata Mbaye ainsi qu'à Adrissa Amadou Koulibaly. D'accord. Nous, quand même, à notre niveau, nous savons parfaitement que le système de suivi et évaluation doit être plus qu'un simple suivi des programmes sectoriels. Ça doit vraiment permettre de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'ensemble du CRED et maintenant la SNED. Donc, en matière d'atteinte des objectifs. Et vraiment, ça doit contribuer surtout à impulser les orientations nécessaires au succès de la mise en œuvre de nos actions. Donc, il nous a été demandé et recommandé au cours des recommandations formulées, des mesures correctives également. Et à travers ces recommandations, il nous a été demandé de prendre des mesures visant à renforcer les systèmes de suivi et évaluation. Ça, quand même, pour les rendre plus axés sur les résultats et plus participatifs encore.
Donc, nous travaillons avec les données des ministères sectoriels, des cellules sectorielles. Et ces données-là alimentent notre rapport annuel et les analyses sont faites ensemble. Et c'est au cours de ces analyses-là que nous débouchons vraiment sur beaucoup de mesures correctives, ces rapportant à la mise en œuvre des activités, quel bilan, qu'est-ce qui a été atteint dans la mise en œuvre, quels obstacles, comment les bouter. Donc, ce sont des questions qui nous reviennent toujours et auxquelles nous cherchons vraiment à répondre et à travers des recommandations pour que ça ne se reproduise pas. Donc, et ces cellules sectorielles-là, on est vraiment ensemble qui collectent les données depuis les niveaux terrain, qui nous les ramènent. Et là, quand même, pour cette mise en œuvre, nous sommes ensemble. Et nous avons vraiment mis en exergue beaucoup d'insuffisances en matière de suivi et évaluation. C'est ce que je disais tantôt, et qui sont vraiment préjudiciables à la mesure réelle enregistrée de la mise en œuvre des actions. Et là également, nous travaillons avec la société civile est partie prenante de tout ce que nous faisons. Et étant donné que la société civile est vraiment incontournable dans les débats, surtout au plan mondial, en raison de sa forte capacité d'analyse et d'influence des politiques publiques et des décisions des organisations. Là, quand même, nous sommes avec la société civile, les départements, les sectoriels, tout, etc. Merci. Je m'en arrête là pour le moment. Chiaka? Oui. Non, c'est bon sur ce coup. Ok. C'est bon. Alors, je regarde. Alors, je pense qu'on n'a pas éclusé toutes les questions qui ont été posées, mais alors peut-être une dernière. J'attends de voir quand même également une question qui est posée. Est-ce que par rapport justement à la référence de l'évaluation dans la Constitution malienne, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement, je pense que je peux peut-être reposer la présentation aussi, mais est-ce que la question de l'évaluation est explicitement énoncée dans la nouvelle Constitution malienne? Pour cela, je permets qu'Idrissa, s'il peut le dire, il y a les articles 94 et 157 qui y font allusion, mais Idrissa peut y revenir un peu rapidement pour pouvoir les détailler. Idrissa? Tout à fait. Les articles 94 et 157 de la Constitution parlent sans équivoque du rôle de ces deux institutions majeures en matière d'évaluation des politiques publiques. Il s'agit d'abord de la Cour des comptes, comme ça se fait traditionnellement dans les autres pays. La Cour des comptes aide le gouvernement à évaluer les politiques publiques en plus de ses attributions de contrôle des comptes publics. Et en plus de cet article, il y a l'article 94 qui reconnaît également la compétence du Parlement à pouvoir évaluer les politiques publiques. Et l'innovation à ce niveau, c'est que avant cette nouvelle constitution, le Parlement du Mali était composé d'une seule chambre qui était l'Assemblée nationale. Et les membres de cette Assemblée nationale tous étaient élus directement par les populations. Mais l'innovation majeure, c'est que la nouvelle constitution va créer une seconde chambre au niveau du Parlement qui va s'appeler le Sénat. Et l'avantage et l'opportunité qu'offre la création de ce Sénat-là, c'est que ce Sénat est composé non seulement des Maliens de l'extérieur, mais également des représentants des collectivités territoriales qui sont au fin fond du pays. Donc, donner la possibilité au Parlement de procéder, de participer à l'évaluation des politiques publiques, c'est vraiment donner la chance à ceux qui connaissent le Mali profond et qui connaissent les conditions de vie des citoyens de pouvoir donner un avis éclairé sur l'impact des politiques publiques. Mais en plus de cette compétence reconnue à ces deux institutions de pouvoir faire l'évaluation des politiques publiques, d'autres articles de la nouvelle constitution consacrent l'obligation pour les gestionnaires publics de rendre compte, autrement dit, l'obligation de redevabilité dans la gestion des affaires publiques.
Merci pour ces précisions. Je pense qu'effectivement, cela répond à la question qui a été posée sur le sujet. Merci beaucoup pour la précision. Alors, il y avait aussi une question qui était adressée au RFE, pour le coup, à savoir qu'est-ce que le RFE propose ou est en capacité de proposer pour faciliter le processus d'institutionnalisation de l'évaluation dans les pays de l'espace francophone. C'est un travail que l'on mène maintenant depuis la création du RFE. L'institutionnalisation de l'évaluation, je pense que même à l'époque du FIF, du premier FIF, en 2014, la question de l'institutionnalisation était présente dans le programme et ça a jalonné nos activités depuis lors, que ce soit via des actions de sensibilisation des différentes parties prenantes institutionnelles à la question de l'évaluation, que ce soit des ministères, des parlements, dans différents pays de l'espace francophone. On a aussi on a organisé des rencontres interinstitutionnelles visant à rassembler les différentes parties prenantes nationales de l'évaluation, que ce soit des représentants de l'exécutif, du Parlement ou des cours des comptes, afin de travailler ensemble sur la place de chacun dans la pratique évaluative. C'est-à-dire qu'on s'appuyait à partir d'un diagnostic qui était réalisé par les associations nationales d'évaluation. Je pense notamment au diagnostic réalisé par l'association malgache d'évaluation, celui réalisé par le réseau nigérien de suivi évaluation. De mémoire, il y a aussi un diagnostic qui avait été réalisé par la commission d'évaluation au Mali, pareillement pour le Sénégal, le Burkina Faso. Il y a eu plusieurs diagnostics qui ont été initiés comme cela et qui ont permis effectivement d'organiser des rencontres entre ces différents acteurs. L'idée étant effectivement de pouvoir mettre des acteurs de nature différente autour de la table pour leur rappeler que, par exemple, dans la constitution de tel ou tel pays, ça y est, je me suis permis de bloquer le micro de Madame Vaille. Madame Vaille, je me permets de bloquer votre micro, je m'en excuse. Donc, tous ces diagnostics nous ont incité à organiser des tours de rencontres, que ce soit dans le cadre du FIF ou dans le cadre de sessions, de rencontres interinstitutionnelles bien spécifiques. Donc, on a fait en sorte de rassembler, par exemple à Madagascar, si je prends l'exemple de Madagascar, on a rassemblé des représentants de l'exécutif, des représentants de la Cour des comptes, des représentants du Parlement, pour travailler ensemble à leur rôle respectif en matière d'évaluation, compte tenu de ce qui était indiqué et mentionné dans les textes, et notamment dans la Constitution malgache. Et ce faisant, ça nous a permis aussi, pour le cas de Madagascar plus particulièrement, de produire un guide sur l'institutionnalisation de l'évaluation à Madagascar. Donc ça, c'est un guide et un travail qui a été réalisé avec l'appui de l'IDEAP de Lausanne, et qui s'est poursuivi en fait par tout un travail mené notamment par les autorités malgaches, avec l'appui du CLIR Afrique francophone. C'est un travail qui a aussi contribué à alimenter la réflexion sur la définition d'une politique nationale d'évaluation. Donc voilà en quelques mots et très rapidement de quelle manière le RFE investit ce champ. Ça participe aussi, ce travail se fait aussi à différents niveaux, c'est-à-dire que là, je parle d'un niveau plutôt macro, c'est-à-dire à l'échelle nationale, et avec des interventions qui s'adressent à des acteurs d'envergure nationale, mais on a également appuyé certaines associations nationales pour aller sensibiliser les collectivités territoriales à la question de l'évaluation des politiques publiques. Je pense là à une initiative qui avait été menée par l'association camerounaise d'évaluation. Dans le même ordre d'esprit, on va avoir prochainement, et je parle sous couvert d'Abdoulaziz Khan, nous allons avoir prochainement, d'ici 15 jours, un prochain webinaire justement sur la question de l'institutionnalisation de l'évaluation au Sénégal, mais à l'échelle d'une collectivité territoriale. Donc, ce sont les initiatives que nous menons en fait depuis maintenant 2014. Ok, en tout cas, merci Jean-Marie. Nous remercions tous les participants de ce webinaire.
Et donc, c'est des initiatives qui permettent en tout cas de donner des éclaircissements par rapport à pas mal de points. Je crois que nous remercions tous les panélistes ici présents. Et je ne serai pas long, donc on va continuer à mener ce travail que nous avons toujours fait en termes de renforcement des capacités, en termes de sensibilisation et de plaidoyer au niveau des autorités compétentes, en tout cas pour pouvoir aboutir à une institutionnalisation tant attendue et qui fera le bonheur des populations. Merci. Merci, Chiaka. Abdoulaziz? Bonjour Jean-Marie, bonjour Chiaka. J'ai pris le train à 5 minutes après le démarrage du webinaire, je suis désolé. J'étais sur une autre rencontre. Je voudrais donc saluer toutes les participantes et les participants à ce webinaire qui a traité d'une question qui aujourd'hui encore est une question d'actualité. Et c'est toujours un chantier et bien sûr un apprentissage, comme l'a souligné Jean-Marie. Cette question d'évaluation, c'est une question qui taraude l'esprit des évaluateurs francophones depuis la naissance du RFE. Déjà, la première édition du FIFE était consacrée à cette question de l'évaluation des politiques publiques. Et c'est une question qui, encore aujourd'hui, constitue un centre d'intérêt pour toutes nos associations nationales d'évaluation. Et il y a beaucoup de questions qui sont encore dans le pipeline et qui sont appelées à être, disons, traitées à travers un certain nombre d'activités que j'encourage à l'APEM d'initier. Avec le concours du RFE, n'oublions pas que le RFE, nous sommes membres de cette organisation fêtière et le RFE est là pour accompagner les associations nationales d'évaluation, surtout sur ces questions d'évaluation et de professionnalisation de l'évaluation. Je voudrais donc féliciter toutes les intervenantes, nos chères dames qui ont apporté leur concours précieux avec, et nous sentons quand même qu'il y a une bonne maîtrise du sujet, n'est-ce pas, par les différentes personnes qui sont intervenues. Et donc, de dire que c'est encore une question en chantier et d'encourager à continuer à poser des questions que nous aurons à traiter certainement à travers d'autres webinaires. De remercier, de féliciter Jean-Marie pour son accompagnement permanent en faveur des associations nationales d'évaluation. Et je vous donne rendez-vous, comme l'a annoncé tout à l'heure Jean-Marie, le mercredi 26, jeudi 27, je pense que c'est le mercredi 26 mars, pour un webinaire sur l'évaluation des politiques publiques, mais configuration collectivité territoriale, n'est-ce pas? Ce sera sur la territorialisation des politiques publiques, comment l'évaluation intervient dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau des collectivités territoriales. Ce sera une excellente occasion également de recueillir vos avis et vos expériences et vos suggestions sur ces questions. Donc, au nom du réseau francophone d'évaluation je voudrais remercier donc Chiaka et toute l'équipe de l'association pour la promotion de l'évaluation au Mali et donc de nous donner rendez-vous très, très prochainement, Inch'Allah. Merci beaucoup et très bonne fin de journée à toutes et à tous.